Voilà. Écoutez, C'est bon, on va y c'est arriver. bon. Merci Claire. Et voilà, on avait un petit problème technique. Excusez-nous. Eh bien, on va pouvoir commencer la matinée. Eh bien, d'abord, bonjour à tous et je vous remercie de votre participation à notre jeudi de l'agro qui va porter cette fois-ci sur le thème du décret 3R. Et pour rappel, ces jeudis de l'agro sont co-organisés par le Technocampus Alimentation et le CTCPA. Alors, je me présente, je suis Véronique Bossière et je travaille à Solutions Éco, l'agence de développement régional des Pays de la Loire, et je suis notamment en charge de la communication et de certains événements du Technocampus Alimentation. Alors, comme j'ai un double écran, je vais essayer de faire défiler. Voilà. Voilà. Avant tout, pour quelques recommandations pour bien faire en sorte que ce webinaire se déroule au mieux, je vais vous demander de bien vouloir donc couper votre micro et votre caméra. Pour information, les questions, vous pourrez les poser via le chat. Je pense que maintenant, on est un petit peu tous habitués. C'est via le petit icône qui est entouré sur la slide. Et les questions que vous pourrez poser, nous les poserons aux intervenants à la fin de chaque intervention. Et puis pour rappel, eh bien, ce webinaire est enregistré et nous le mettrons sur notre page internet Technocampus Alimentation dans la rubrique replay. Et ça, c'est sous réserve de l'accord de tous les intervenants. Donc voilà, je ne sais pas si ça serait possible ou pas, mais on va faire en sorte. Voilà. Je vais, pour débuter cette matinée, je vais laisser la parole à Claire Thévenot, qui est conseillère régionale en Pays de la Loire, et elle va pouvoir introduire cette matinée. Claire? Oui, je suis là. Je reviens à essayer de me positionner. Désolée, j'ai eu quelques petits soucis techniques ce matin. Évidemment, c'est toujours au dernier moment. Donc voilà, je vais quand même mettre la caméra à condition que j'y arrive ce matin. Décidément, tout va mal. Eh bien, écoutez, je vais pas y arriver. Non, ça Bon, fonctionne. bah écoutez, j'arrive pas à tenir. Alors, il y a un truc qui cloche ce matin, décidément. Donc, en l'occurrence, je vais me présenter. Je vais quand même faire très vite pour ne pas faire perdre de temps. Donc, je suis effectivement nouvelle conseillère régionale dans l'équipe de la majorité de la présidente Christelle Morancet depuis juillet dernier. Je participe à la commission 6, qui est la commission présidée par Lydie Bernard, vice-présidente en charge de la partie agroalimentaire, agriculture, forêt, pêche, mer, et je pense ne rien avoir oublié. Donc, ces matinées s'inscrivent effectivement dans les matinées des jeudis de l'agro, et un ensemble de 5 matinées est programmé, et une par département. C'est avant tout pour faciliter les réflexions à l'innovation et inviter les entreprises que vous êtes à participer à ces réflexions et à inclure ces démarches de protection de l'environnement, là, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne ce matin et en lien avec votre organisation. Je suis désolée, j'ai perdu mes notes, donc ça me perturbe un petit peu. Voilà. Je vous laisse commencer cette matinée de webinaire. Bien évidemment, il y aura un moment, il y a un temps d'organisation, comme ça a été présenté tout à l'heure par Véronique, mais qu'en l'occurrence, toutes les questions sont les bienvenues et toutes les propositions le sont de la même manière. Voilà. Merci Claire. Bon Pour rappeler webinaire. Merci Claire. Pour rappeler également que ces Jeudis de l'Agro rentrent dans le dispositif qui a été initié par la région des Pays de la Loire dans le cadre des Printemps de l'innovation. Et ce sont plus de 90 événements cette année qui sont organisés du 3 jusqu'à fin mai. Et vous pourrez voir tous ces événements-là sur le site printemps-innovation printemps-pays de la Loire.fr. Voilà. Merci Véronique.
De rien. Voilà, pour poursuivre, je vais très rapidement vous présenter le Technocampus Alimentation. Alors, il faut savoir que ces technocampus, enfin, nous faisons partie du réseau des technocampus et ce réseau des technocampus est une initiative de la région des Pays de la Loire. C'est unique en France et ce sont des plateformes technologiques qui colocalisent des acteurs académiques et des entreprises sur des thématiques phares de l'industrie du futur et ces plateformes sont au service des entreprises. Il faut savoir qu'on en a en ce moment, enfin, on en compte 6 sur le territoire. Il y a le Technocampus Composite, Océan, électronique et IoT, robotique et cobotique, Smart Factory et alimentation. Et le petit dernier qui va émerger en 2023 sera sur la filière, la thématique acoustique et robotique et ça sera basé au Mans. Ces différentes technocampus font en sorte qu'il y ait de la cross-fertilisation entre elles. Et comme elles sont sur différentes thématiques, on voit bien que la filière alimentaire a besoin de la robotique, comme pour ces lignes de production a besoin de capteurs ou autres. Et on est de plus en plus amené à utiliser de la réalité virtuelle et augmentée. Donc voilà, c'est vraiment des liens et de la synergie qui se fait. Nous, notre service, enfin, le Technocampus Alimentation, on est vraiment au service des entreprises et nous sommes basés à Nantes sur le site de la Géraudière à proximité de l'INRAE, Oniris, le CTCPA. Le site de la Géraudière est vraiment un écosystème déjà bien riche et on est au service des entreprises, de la compétitivité de l'ensemble des entreprises du territoire ligérien et en actionnant un levier qui est celui de l'innovation et de la recherche. Donc, nous avons donc une mission avant tout de service public et notre objectif, c'est vraiment d'être là pour faciliter les projets d'innovation, de recherche et le développement des entreprises ligériennes et ça, quelle que soit leur taille, hein. Ça va du porteur de projet au groupe ou en passant par la start-up de la food tech. Notre offre de services, elle s'articule autour de 5 piliers que vous voyez à l'écran, donc informer, accompagner, orienter, former et animer. Donc, nous sommes là pour vous apporter de l'information différenciante sur ces divers sujets d'actualité de toutes sortes et qu'elles soient techniques et scientifiques et en lien également avec de nouvelles méthodologies d'innovation ou de nouvelles tendances de consommation, par exemple. Les jeudis de l'agro font bien partie de notre programme d'événements qui permettent de networker, de connecter et de partager de l'information. Nous sommes là également pour vous accompagner de manière individuelle et personnalisée dans vos projets d'innovation. Ça peut aller de la recherche de halles techno, de halles de fabrication, par exemple, à celle de dispositifs de financement qui sont portés notamment par la région des Pays de la Loire. Lorsque nous sommes sollicités par un porteur de projet, une entreprise ou quoi que ce soit, nous clarifions par exemple leurs besoins, on identifie leurs problématiques et suite à ça, en fonction, nous orientons, c'est notre troisième pilier, nous orientons vers les bons solutionnaires. Alors que ce soit un laboratoire de recherche, une entreprise, un partenaire ou un prestataire, voilà, en fonction du besoin, on va orienter l'entreprise ou l'écosystème agroalimentaire. Quatrième axe également, c'est former. Nous intervenons sur le champ de la formation en vous proposant des séquences innovantes qui vont permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Et la prochaine, par exemple, aura lieu en juin et elle portera sur le thème les clés pour une priorisation de projets réussis. Et là, nous explorerons une nouvelle méthode qui est l'ACPOP modèle, qui permet de mieux utiliser son temps et ses ressources pour ses projets d'innovation.
Quand on sait qu'à travers différentes études qui ont été menées, on voit qu'il y a seulement 12% des projets qui sont terminés à temps et sans dépassement de budget, et qu'environ à peu près 30% des projets sont abandonnés en cours de route, on se dit que ça vaut la peine de passer un petit peu de temps sur cette question de la priorisation des ressources et des projets. Et puis enfin, notre dernier pilier, qui est le pilier animé, nous avons une mission d'animer la dynamique alimentaire en région, et notamment une mission de renforcer la visibilité de la filière, tout ceci en créant donc des liens entre la recherche, la formation et les entreprises, où on a également un rôle d'animer plutôt la food tech en Pays de la Loire. Et puis, comme je vous le disais, c'est également le Technocampus Alimentation, c'est également un bâtiment totem. Et donc, notre mission également est d'animer ce bâtiment totem. Voilà, je vais laisser la parole à... Enfin voilà, non, plutôt je vais poursuivre en vous indiquant que tous nos événements, pour la plupart, on les a organisés en mode distanciel. Et donc, comme je vous le disais, comme ce matin, on enregistre ces événements. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet à la rubrique replay. Voilà. Catherine, je te laisse la main. Catherine du Oui, CTCPA qui va animer la je suis matinée. là. Voilà, je te vois. Merci à Ouais. vous, à tout à l'heure. Merci, merci Véronique et merci à Claire pour cette introduction. Donc, juste en quelques mots, donc comme l'a dit Véronique tout à l'heure, on co-organise avec le Technocampus Alimentation ces jeudis de l'agro. Donc, c'est important parce que ça permet aussi d'apporter de l'information auprès de vous sur des sujets qui nous semblent d'actualité. Donc, n'hésitez pas dans le questionnaire de satisfaction, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir traités, n'hésitez pas en fait à nous le mentionner. En quelques mots, pour le CTCPA, donc on est un centre technique agroalimentaire créé en 1950. Donc, l'objectif du CTCPA, c'est d'accompagner toutes les entreprises agroalimentaires dans leur développement et l'accélération de leurs projets. Donc, comme l'a dit Véronique, 12% des projets n'arrivent pas forcément à terme ou dans les conditions. Pardon, c'est plutôt qu'il n'y a que 12% des projets qui arrivent à terme dans les bonnes conditions. Tout le reste n'arrive pas forcément à terme. Donc, l'objectif, c'est aussi de pouvoir vous accompagner. La force du CTCPA, c'est qu'on est à l'interface entre la recherche et les entreprises. Notre objectif, c'est de faire du transfert de nos connaissances et compétences pour que vous soyez, vous, entreprise plus performante. Tu peux aller à la slide suivante. Donc voilà, pour ça, on va s'appuyer sur plusieurs éléments. On va travailler aussi bien sur le développement de produits ou de process que de travailler sur les aspects sécurité sanitaire des aliments. Donc pour ça, en fait, on a un laboratoire d'expertise en microbiologie et on va travailler également sur les emballages parce que pour nous, un produit alimentaire, c'est un produit, un process et un emballage. Donc pour ça, on s'appuie notamment sur notre pôle emballage donc qui se situe à Bourg-en-Bresse. Et puis bien évidemment, on travaille de plus en plus sur la performance environnementale. Donc, avec un pôle développement durable hein, dont l'objectif est vraiment d'améliorer la performance des lignes de fabrication. Donc, on va travailler de manière soit sur de l'accompagnement en direct, soit en faisant du transfert via de la formation, soit également par des analyses ou la réalisation de pré-séries. Voilà. Le CTCPA est national, mais nous sommes situés sur Nantes, donc on est une équipe de 10 personnes. Et notre mission régionale, c'est vraiment d'être en appui à l'innovation des entreprises et de participer à l'animation régionale. Donc ces réunions et ces jeudis de l'agro en font partie. Donc on le réalise avec le Technocampus Alimentation. On a également un rôle sur l'animation de la brique de la brique pardon, études industrielles avec une entreprise régionale qui s'appelle Fruitride, donc qui fait des produits à base de fruits à déguster en stacking.
Et puis également, vous pouvez nous contacter dans le cadre de nos missions de conseil sur les aspects réglementation, sécurité sanitaire ou réglementation au sens large. Donc c'est moi que vous pouvez contacter. Donc vous avez mes contacts, mes coordonnées ci-dessous, ou après sur des informations plus techniques. Dans ces cas-là, vous pouvez contacter mon collègue Yann Guyot, donc aux coordonnées qui sont affichées. On est en totale complémentarité en fait avec le Technocampus, qui va être une première porte pour vous apporter de l'information. Si vous voulez aller sur des informations plus précises, dans ces cas-là, vous pouvez nous contacter. Donc aujourd'hui, la thématique de la réunion de ce matin, Véronique, si tu peux aller sur la suivante. Voilà. On a souhaité, parce que c'est vraiment dans la thématique, faire un point sur, qu'est-ce que demande la loi AGEC? Qu'est-ce qu'il y a derrière, le sigle de 3R, du décret 3R? Donc on a demandé à Sylvie Moison, de l'IGPAC, de nous faire un propos introductif justement pour nous présenter, les objectifs et qu'est-ce que cela signifie. Et puis derrière, on a souhaité faire quelque chose d'un petit peu plus innovant et illustré. Et donc, on a demandé à Gwen Messager de l'entreprise Floréal de nous montrer comment son entreprise et le groupe a souhaité prendre en main cette obligation de réduction des emballages, sachant qu'en fait, il l'avait déjà bien anticipé en amont. Donc, on va voir comment ce décret est passé en fait dans une politique d'entreprise. Ensuite, on a souhaité voir une application sur les notions de recyclable, avec les nouveaux monomères qui peuvent être proposés en contrepartie donc des emballages plastiques qui sont actuellement pas forcément tous recyclables. Donc, c'est Nathalie Caresmel de Surflexible qui va intervenir. Et puis, on a souhaité montrer un exemple de réemploi des emballages, notamment avec l'entreprise Usage, donc avec Stéphane Lefebvre, qui va nous expliquer le process qu'ils ont mis en œuvre. Voilà, et puis Véronique finira le propos de cette matinée avec les perspectives. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, les questions dans le chat, on les posera à chaque fin d'intervention. Donc, Sylvie, on va te laisser la main. Merci Catherine, merci Véronique, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors. Donc ça devrait bientôt arriver. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc bonjour, bonjour à tous, Sylvie Moison, l'IGPAC. Je vais présenter très rapidement l'IGPAC et ensuite je balayerai là aussi rapidement AGEC et Stratégie 3R à travers des exemples autres que ceux qui vont vous être présentés, puisque le but c'est essayer de voir concrètement quelles vont être les conséquences de cette stratégie et de cette loi sur vos activités. Donc, l'IGPAC, nous sommes une association loi 1900 qui a aujourd'hui 10 ans, spécialisée sur l'emballage alimentaire, soutenue depuis le départ par le Conseil régional des Pays de la Loire et Parlement métropole également. Nous comptons plus de 90 adhérents qui vont être soit des industriels de l'agroalimentaire, soit des fabricants d'emballage dans toutes les composantes de matériaux. Nous avons une trentaine de partenaires qui vont nous apporter soit des moyens, des collaborations, des connaissances additionnelles ou nous permettre de répondre et d'avoir des services et prestations complémentaires. Notre objectif, c'est de faire collaborer industriels de l'agro et fabricants d'emballage dans une autre relation
que clients-fournisseurs, nous travaillons sur les 3 aspects: aptitude au contact alimentaire des emballages, environnement et attente consommateur. Donc, notre première mission pour cela, ça va être d'informer les adhérents sur toutes les évolutions auxquelles vont devoir répondre leurs emballages, donc à travers de la veille, des réponses aux questions, des webinaires, des journées rencontres. Et puis, lorsque le sujet mérite, pose question, on va aller un peu plus loin et au vu des évolutions et des attendus, nous allons proposer des groupes de travail de façon à monter des projets R&D collaboratifs. Voilà. Nous sommes sur un financement 50% privé, 50% public. Donc, au-delà de répondre à travers de la veille et des montages projets R&D, nous avons aussi des prestations et services de conseil, de diagnostic emballage. Ces diagnostics peuvent être financés d'ailleurs par l'ADEME, de prestations d'analyse, de formation. Voilà. Les entreprises adhérentes ont une remise de 10% sur l'ensemble des prestations, une hotline réponse aux questions, des tarifs privilégiés aux rencontres et puis des services supplémentaires qui sont mis uniquement à leur disposition. Donc, je vais m'arrêter là pour la présentation de l'IGEPAC. En fin de PowerPoint, vous aurez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter pour toute information ou renseignement complémentaire. Donc, l'AGEC et stratégie 3R. Donc, AGEC pour la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Stratégie 3R pour les 3R pour réduire, réutiliser, réemployer et recycler les emballages, notamment en plastique à usage unique. C'est vrai que ce sont eux qui sont tout particulièrement visés et c'est une transposition française de la directive européenne que l'on appelle directive SUP pour Single Use Plastic, qui date de 2019. S'agissant de directive, il y a toujours une obligation de transposition en loi nationale, tandis que lorsqu'il s'agit de règlements européens, et on connaît tous par exemple le règlement 10-2011 ou notre règlement 4-1935-2004, là il n'y a pas de transposition, on applique directement et chaque État membre a la même chose. La problématique des directives, c'est que ce qui est valable aujourd'hui et des orientations qui vont être prises par la France pour répondre aux objectifs donnés par la directive SUP seront potentiellement complètement différents dans les autres États membres. Donc, cette stratégie 3R, elle vise notamment en effet à mettre en œuvre la politique nationale et la loi nationale AGEC. Elle a été adoptée au mois d'avril et elle se décline en 21 fiches sectorielles et je vous en mettrai un exemple. Un des premiers points à vraiment intégrer par rapport à cette loi AGEC et cette stratégie 3R, c'est qu'elle va s'appliquer à tous vos emballages. C'est vrai qu'il y avait une REP emballage ménager qui est fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entre vous avaient simplement une perception unité vente consommateur. Avec la loi AGEC, son article 62 et les extensions de REP, il va y avoir également une REP pour les emballages. Alors aujourd'hui, la REP emballage ménager a d'ores et déjà eu une extension puisqu'elle inclut également maintenant les produits consommés hors foyer. Et à partir du 1er janvier de l'année prochaine, il y aura également une REP sur les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels de restauration. Et à partir du 1er janvier 2025, ce sera l'ensemble des emballages consommés ou utilisés par les professionnels. Donc, ça veut dire un très grand changement de cadre puisque demain, vous allez avoir des éco-contributions sur les emballages destinés au secteur de la restauration hors foyer, par exemple, et vous allez également avoir des éco-contributions sur vos caisses américaines ou vos cartons de regroupement. Donc, vous allez aussi avoir à travers cette loi AGEC de nouvelles obligations. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'éléments de date de démarrage, mais tout producteur qui sera concerné donc par une REP parce qu'il met à disposition, il met sur le marché des produits qui vont générer des déchets et des déchets d'emballage, vous serez tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'éco-conception ayant pour objectif de réduire l'usage des ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de vos produits. Cela va se faire en collaboration et bien sûr en coopération avec vos
avec vos éco-organismes, mais voilà, on se rend compte qu'il va y avoir de plus en plus d'attendus de votre part. Les objectifs de la loi AGEC et de la stratégie 3R, pour ce qui concerne la partie réduction, ça va être la fin de la mise sur le marché des emballages plastiques à usage unique d'ici à 2040. Ça, c'est l'article 7 de la loi AGEC. Si on regarde les courses telles qu'on les fait aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'il y a vraiment fort à faire. 2040, ça peut paraître loin. Pas tant que ça quand on voit tout ce qu'il y a à faire, à mener, à mettre au point. Par ailleurs, sachez aussi qu'au niveau de l'Europe, il y aura probablement une révision de la directive SUP en 2027 et les échanges, les discussions font que, a priori, au niveau de l'Europe, on pourrait ramener ce curseur à 2030 et non pas 2040. Donc, il faut vraiment anticiper. Il y a aussi un objectif de réduction et de réduction donc des emballages de 20%, dont la moitié par recours au réemploi. Donc, la moitié par recours au réemploi, mais quand même 10% de réduction qui vont être obligatoires, qu'il va falloir atteindre. Donc, dans le décret qui a été publié en 2021 pour la première période d'objectifs de réduction, il avait été évoqué parmi les pistes de réduction la suppression d'emballages plastiques à usage unique, la réduction de la masse unitaire de plastique incorporé. Alors, on a beaucoup travaillé sur des réductions d'épaisseur. Donc, aujourd'hui, il va falloir envisager les choses un petit peu autrement parce qu'on a atteint quand même, pour un certain nombre de produits, des limites. Des utilisations de dispositifs de recharge, la substitution du plastique par d'autres matériaux et le remplacement de l'emballage à usage unique par soit un emballage réemployé, y compris les dispositifs de vrac. Alors, le vrac, c'est un nouveau mode, enfin un mode que l'on connaît aujourd'hui sur des produits secs. Il y a une forte volonté de le développer, que ce soit à la fois par la loi AGEC et par la loi climat et résilience, puisque à partir du 1er janvier 2030, tout commerce de vente au détail d'une surface supérieure à 400 m² devra avoir au moins 20% de sa surface de vente de produits de grande consommation consacrée au vrac. Il est prévu un certain nombre d'exceptions. Il y a eu un projet de décret. Celui-ci n'est toujours pas publié. D'ores et déjà, ne sont exclus de ces exceptions tout ce qui est produits destinés aux enfants, l'huile d'olive et notamment les produits surgelés. Il y a eu un rapport de la DGCCRF et une saisine de l'ANSES pour essayer d'améliorer notamment les aspects traçabilité, information consommateur. C'est probablement pour ces raisons que le décret n'a pas encore été publié, mais il va l'être prochainement. Par rapport à l'aspect réduction, certaines filières n'ont pas eu d'autre choix que d'appliquer la loi puisqu'il y a eu un certain nombre d'articles pour lesquels il y a eu des interdictions de recours au plastique. Vous les avez là, je ne vais pas forcément les détailler pour ne pas prendre trop de temps. Là encore, n'hésitez pas par la suite à me poser des questions si vous en avez. Dans des exemples d'illustration, puisqu'on m'a demandé de montrer quelques exemples, dans l'objectif de réduction pure et simple, par exemple, vous avez Bonduelle qui, sur ses boîtes de salade, a décidé purement et simplement de supprimer le couvercle. Aujourd'hui, ces boîtes en plastique de salade ont une simple opercule. Vous avez la société Volvic qui a fait le choix de remplacer pour les Volvic Kids, de remplacer ces bouteilles en PET par des briques. Je ne sais pas si c'est forcément, pour moi, forcément la meilleure solution, puisqu'on remplace un matériau 100% recyclable par un matériau recyclable qu'à 60%. Bon, voilà, mais en tout cas, ça a été un choix. Et vous avez aussi les barquettes de Auchan qui a décidé de remplacer, là encore, ces barquettes en plastique par de la fibre pour ces produits frais. Dans les exemples qu'on pourrait mettre aussi, réduire, ça peut être aussi vouloir dire éventuellement modifier mon produit. Si je prends une illustration, par exemple les barquettes de jambon blanc, on voit à peu près tous la forme qu'elles ont. Si demain on roule le jambon blanc pour le conditionner dans une barquette, eh ben, on va assez facilement s'imaginer
imaginer qu'on va pouvoir, pour les barquettes, notamment les tranches de jambon blanc par 2, très fortement réduire la barquette. Même si elle sera un petit peu plus haute, on gagnera quand même en surface. Et donc, voilà, ça peut être aussi au niveau des caisses de la logistique. Peut-être revoir si le carton de regroupement que vous avez l'habitude d'utiliser, que vous mettez en X nombre dans une caisse américaine, est-ce qu'on ne peut pas agrandir un peu le carton de regroupement de façon à peut-être se passer de la caisse américaine? Ça peut être utiliser des cornières et puis éventuellement des strips pour éviter le fardelage par des films plastiques. Enfin voilà, c'est vraiment des exemples de réduction, mais ça veut dire qu'il faut vraiment que vous alliez sur l'ensemble de vos emballages. Là encore, je vous le rappelle. Le deuxième R, le réemploi, les définitions divergent, évoluent un petit peu. Donc, la directive SUP ne définit pas un emballage réemployable, mais définit ce qu'est un emballage plastique à usage unique. Donc, l'emballage réemployable, c'est celui qui n'est pas à usage unique, puisque c'est celui qui est fait pour accomplir pendant sa durée de vie plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Ça veut dire que j'ai une barquette, je veux la réemployer. Je ne suis pas obligée de mettre exactement la même recette de produit, mais un produit similaire. Voilà. Au niveau du règlement 10-2011, faites attention, le 15e amendement a fait évoluer les critères d'aptitude au contact alimentaire des matériaux réutilisables qui sont destinés à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires. Donc, les conditions de migration depuis ce 15e amendement de 2020, voilà, les conditions ont changé et donc assurez-vous également que si vous allez sur des emballages réemployables, ceci soit bien en conformité avec ce 15e amendement. Au niveau de la France, pour nous, on a tendance aujourd'hui un petit peu à regrouper emballages réemployés et réutilisés. Donc, on rejoint bien sûr la directive SUP avec quelques nuances, puisqu'on parle que cet emballage doit faire au moins l'objet d'une deuxième utilisation. Donc ça, on rejoint la notion de la directive SUP. On élargit un petit peu également, puisque on peut considérer qu'un emballage réemployable, lorsque il est rempli au point de vente, dans le cadre de la vente en vrac, ou lorsqu'il s'agit d'un dispositif de recharge. Attention, ceux-ci doivent être organisés par les producteurs, donc par le metteur sur le marché. Ce n'est pas simplement se dire, finalement, ma barquette ou mon emballage sont pratiques, le consommateur va pouvoir l'utiliser comme une boîte tupperware, je considère que c'est un emballage réemployable. Non, si vous n'avez pas mis, vous, de système de rotation, si vous n'avez pas mis une notion de recharge, ça reste un emballage à usage unique, puisque chaque fois que vous allez mettre sur le marché votre produit, ce sera à chaque fois dans un nouvel emballage. Donc, faites attention à bien distinguer les deux choses. Les objectifs, eh bien, c'est, je l'ai évoqué dans le décret de 2021, un objectif d'atteindre au moins 10% d'emballages réemployables à l'échéance du 31 décembre 2025 comparé à 2018. Le décret 2022-507 qui a été, lui, publié, je crois, de tête début avril, précise un petit peu plus les choses, puisque selon le chiffre d'affaires que vous réalisez, vous allez avoir des objectifs d'emballage réemployable plus ou moins importants, mais de toute façon, là, tout le monde, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, devra atteindre un minimum de 10% d'emballage réemployable en 2027. Dans ce décret, et ça rejoint ce que je vous disais, AGEC, c'est bien l'ensemble de vos emballages, c'est que cette unité de mesure, elle correspond à tout emballage, qu'il soit primaire, secondaire ou tertiaire. Et ne vous dites pas non plus, voilà, je fais un tout petit chiffre d'affaires. Ça concerne de toute façon tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés. Et là, c'est des produits emballés. On ne parle pas de produits emballés dans un plastique à usage unique, mais de produits emballés par an. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment tous être concernés par cette obligation-là. Donc, pour favoriser le développement d'emballages réemployables, AGEC a mis un certain nombre d'articles de déclinaison.
et notamment les éco-organismes. Alors, Citeo, l'éco pour les emballages ménagers, mais aussi ceux qui vont arriver dans les prochaines REP, vont devoir vous accompagner et ils vont devoir, à partir de l'année prochaine, puisque le réagrément commence l'année prochaine, consacrer au moins 5% des éco-contributions qu'elles perçoivent au développement de solutions de réemploi ou de réutilisation des emballages. C'était 2% par AGEC, c'est 5% par climat et résilience. Attention, ce n'est pas uniquement pour la mise au point d'emballages réemployables, c'est également pour structurer le réseau de centres de lavage, c'est aussi pour mettre en point des systèmes de récupération de ces emballages de façon aussi hygiénique, puisque si demain on doit aller de plus en plus vers ces solutions, il faut en effet que le consommateur puisse les ramener dans un lieu qui soit à peu près propre et de façon simple pour que ça ne devienne pas un dépôt qui s'apparenterait à un tas d'ordures. Voilà. Donc, par rapport à cet aspect réemploi, il y a aussi d'autres points qui ont imposé, là encore, aux surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés de mettre en place des contenants réemployables et réutilisables. Voilà. Il est également permis aux consommateurs d'amener son propre contenant. Et puis, à compter du 1er janvier 2025, ça, c'est l'article 24 de climat et résilience. Les services de restauration collective qui proposent des services de vente à apporter devront proposer aux consommateurs d'être servis dans un contenant réutilisable composé de matières recyclables. Des exemples de réemploi, vous avez sur la gauche Berny et puis Cycléo qui ont mis en place justement ces systèmes d'emballage réemployables par rapport aux rayons plutôt traditionnels ou traiteurs, on va dire, des grandes surfaces. Vous avez Loop qui a développé un certain nombre de solutions d'emballage réemployable et qui est en train qui a mis en place un partenariat avec Carrefour qui est en train de se développer. Et je vous ai mis Nesquik parce que cette notion d'éco-recharge fait que la boîte à usage unique de cacao Nesquik, à partir du moment où il existe aujourd'hui des éco-recharges, elle peut être considérée comme un emballage réemployable puisqu'ils ont mis en place cette éco-recharge. Il n'y aurait pas ces éco-recharges, ça resterait un emballage à usage unique. Voilà. Si je reprends ma petite barquette de jambon qu'on a roulée pour la réduire, eh bien, si demain, cette barquette, on arrive à la rendre barrière au goût, à l'odeur et à la teinte, et si on arrive à modifier les possibilités d'operculage à travers un autre procédé, ce sur quoi nous travaillons, eh bien, demain, on pourra se dire, bah, tiens, ma barquette avec mon jambon roulé qui est un petit peu plus petite, et ben demain, elle peut aussi, pourquoi pas, servir à conditionner du poisson, à conditionner du fromage, à conditionner d'autres viandes. Et dans ces cas-là, on voit que son application, elle pourra être étendue à un certain nombre d'entreprises d'activité et que donc, elle pourra remplir aussi ses objectifs de réemploi. Si je reprends les strips et les systèmes de films autour des palettes, on peut se dire, bah, demain, je vais utiliser par exemple des sangles qui seront des éléments réemployables. Attention, les emballages réemployables devront être recyclables, c'est le troisième R que l'on va évoquer, mais il y a une filière textile qui se met en place, donc on peut se dire, bah, finalement, ça peut être aussi une option éventuellement à envisager. Voilà. Le recyclage, eh bien, vous avez ici l'objectif de 3R, c'est de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025. Vous avez ici un extrait du tableau du rapport 3R préliminaire à la stratégie qui a été adoptée. Vous avez en vert les filières existantes, en orange celles qui sont en cours de développement et en rouge celles pour lesquelles, a priori, il n'y aura pas, il n'y a pas et il n'y aura peut-être probablement pas de filière. Donc, ça vous permet de voir un certain nombre de matériaux plastiques qui, en effet, aujourd'hui, posent problème. Par rapport à cet objectif-là, il y a aussi, pour vous rendre compte de tout ce qu'il y a à mettre en place,
Il faut que vous teniez compte aussi du fait que les critères des taux de recyclage ont évolué et donc vous avez une distinction entre la définition française qui est dans le taux de collecte actuel et vous avez le taux de collecte avec extension de consigne de tri. On tient compte des éléments qui sont perdus lors du centre, dans le centre de tri. Et on va également enlever un certain taux d'impureté et d'humidité, ce qui fait que le taux de recyclage nouvelle définition européen, vous le voyez, est bien moindre au taux auquel nous étions habitués. Là encore, pas forcément de précision sur la date à laquelle vous allez devoir le démarrer, mais à partir du 1er janvier 2030, toute entreprise mettant sur le marché au moins 10 000 unités de produits et déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros devra justifier que les déchets engendrés par les produits que vous fabriquez, mettez sur le marché ou importez sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Si jamais vous continuez parce que c'est nécessaire par rapport à la DLC, par rapport aux caractéristiques de votre aliment, si vous continuez à utiliser des matériaux plastiques qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage, eh bien, vous devrez justifier sous peine de sanction. Donc, on a vu que dans l'article 72, vous aviez des obligations d'éco-conception. Là, vous allez aussi avoir des obligations de justification. Voilà. Il reste des incertitudes sur l'EPS et le PSE, puisque avec la loi climat et résilience, ils seront interdits à compter du 1er janvier 2025 si la filière de recyclage n'est pas en place. Et il y a aussi des incertitudes par rapport à un projet de décret pour les récipients destinés aux aliments en plastique à usage unique qui seraient constitués de polystyrène extrudé ou de polypropylène expansé ou extrudé. Voilà, on attend la confirmation, mais si ce décret passe, de toute façon, vous devrez trouver des alternatives à ces matériaux. Pour vous aider à atteindre cet objectif de recyclage, il y a un certain nombre d'investissements qui sont en cours. Là, on ne vous a mis que le tableau que des investissements en France. Il y en a d'autres aussi en Europe, notamment en Espagne. Mais si par rapport au polystyrène, on peut voir que pour l'instant, voilà, on a une case vide quant à l'opérationnalité et quant au volume qui pourront être traités. Donc, en conclusion, AGEC, ça va être un vrai bouleversement, aussi bien pour vous que pour nous, consommateurs de demain également. Il faudra on a eu du mal à se mettre au geste de tri. Il faudra que demain, on envisage ramener des emballages. Je vous le rappelle, il faut vraiment arrêter de raisonner uniquement unité vente consommateur, mais vraiment bien prendre l'ensemble de tous vos emballages et les endroits où vous pourrez peut-être répondre plus facilement à ces objectifs de recyclage, de réduction et de réemploi. C'est peut-être pas tout de suite dans l'immédiat au niveau de l'UVC, mais ça va peut-être être au niveau des autres secteurs et de vos autres emballages. C'est vrai que ça va avoir des conséquences sur vos process, que les délais sont relativement courts, mais ça ne m'a pas l'air très, très clair. Donc, je pense que vous avez tous vu les données sectorielles. Sinon, moi, je pourrais vous faire parvenir le lien. Ici, j'ai mis celle du poisson. Si on regarde la donnée sectorielle qui a été faite sur cette fiche du poisson, eh ben, vous pouvez voir que celle-ci regroupe vraiment l'ensemble des emballages. Donc, on en revient bien à ce n'est pas uniquement unité vente consommateur. Et puis, il y a derrière le potentiel prospectif 3R. On se rend compte qu'aujourd'hui, eh ben, il est relativement faible au niveau du réemploi. Au niveau de la réduction, mais il y a quand même cet objectif de recyclabilité et de recyclage de 100%. Réincorporation de matières premières, c'est aussi faible puisque aujourd'hui, seul le PET recyclé est apte au contact alimentaire, mais si vous regardez au niveau des perspectives 2040, il est clairement indiqué qu'il y aura des obligations de développement de projets R&D de façon à favoriser le réemploi. Ça reste une obligation.
Voilà, donc je suis allée assez rapidement au vu du temps qui m'avait été imparti. J'espère que je n'ai pas trop débordé parce que je n'ai pas fait attention. Je vous remercie de votre attention et puis je reste à votre disposition pour des questions, soit celles qui ont été mises dans le chat, j'ai vu quelques éléments, ou soit vous pourrez me contacter pour avoir des éléments complémentaires par la suite. Merci, merci Sylvie pour cet échange. Enfin, pour cette présentation effectivement très dense. J'ai préféré te laisser aller jusqu'au bout parce que je pense que c'était important de poser le sujet et l'ensemble en fait des contraintes. Donc effectivement, il y a quelques questions pour toi, Sylvie. On va prendre le temps juste pour que tu puisses y répondre. Donc la première question est de Valérie Spardella. Donc, quand tu as parlé au tout début de ta présentation de substitution du plastique par d'autres matériaux, elle a posé la question lesquels? Alors, substitution du plastique par d'autres matériaux, eh ben, ça peut être ça va être des matériaux qui ne sont pas en plastique. Ça veut dire qu'il faut aussi faire attention, remplacer un plastique pétrosourcé par un plastique biosourcé type, par exemple, notamment, par exemple, compostable industriel, n'est pas une solution. Donc, ce sont des solutions sans plastique à usage unique. Donc, on va être plutôt sur des matériaux, papier, carton, céramique, verre inox. Voilà, c'est aujourd'hui un certain nombre de travaux R&D sont en cours pour donner des propriétés nouvelles et des fonctionnalités nouvelles au papier carton. Demain, on va peut-être aussi travailler à réussir à faire avec un emballage inox, par exemple, de la mise sous atmosphère protégée. Donc voilà, il va y avoir des projets R&D qui vont se développer. Mais substituer le plastique à usage unique, ça ne pas pétrosourcé ou biosourcé, enfin voilà, ce ne sera pas une solution que de se dire je vais aller sur un emballage compostable industriellement. Surtout que les critères vont certainement évoluer par rapport à ça. Attention aussi, il y a eu beaucoup de substitutions de barquettes papier-carton avec un film. Au niveau de l'Europe, dans sa note de clarification de la directive SUP, dès lors que vous avez un film plastique sur ces barquettes, elles restent considérées comme des plastiques à usage unique. Donc là, vous aurez réduit la quantité de plastique, mais vous n'aurez pas substitué en fait le plastique à usage unique par une autre solution, par un autre matériau. Merci, merci Sylvie. Il y a une autre question un peu dans le principe. Comment peut-on gérer en fait une gestion de sangles sur les palettes pour ôter les films? Est-ce que ça peut être de la récupération, de la consigne? Comment gérer au niveau de la logistique et notamment avec les transporteurs? Est-ce que tu as déjà Alors, des idées là-dessus? Alors, je pense qu'il va. Alors, oui, il y a des expérimentations qui sont menées. De toute façon, ces aspects sangles que moi j'ai illustrés comme ça, ce sont des choses qui vont se mettre en place parce que de toute façon, l'ensemble des entreprises de tous les secteurs d'activité vont être concernées. Et puis, de toute façon, y compris la GMS, hein, tous ces produits à marque, eh bien, c'est elle qui est responsable de la mise sur le marché. Donc, de toute façon, elle aussi est concernée. Donc, en effet, il va y avoir des éléments qui vont se mettre en place. On le voit sur les premiers emballages réemployables, il existe un certain nombre d'applications. Chacun aujourd'hui a plus ou moins son système. Il va certainement y avoir une uniformisation. Et bien demain, on imagine qu'il puisse y avoir aussi une application pour gérer ces sangles comme aujourd'hui. Alors même si c'est perfectible, on gère un petit peu aussi les palettes, par exemple. Donc, en effet, ces éléments-là, pour l'instant, ne sont pas forcément développés, mis au point, mais justement, ça fait aussi partie des sujets qui peuvent être expérimentés, testés à travers à plusieurs entreprises et pour ça, il y a un certain nombre de dispositifs de financement qui peuvent aussi aider les entreprises à aller sur ce type de projet et d'expérience. Voilà, merci Les Sylvie. choses vont évoluer. Ça permet de répondre aussi en même temps à une des questions, c'était comment un industriel peut être accompagné? Parce qu'effectivement, hein, cette innovation, elle est, va être coûteuse.
Cependant, effectivement, il faut bien voir que par la suite, à partir du moment où l'État mettra en place les amendes, heu, voilà, l'innovation doit être mise en place, au préalable et qu'il va y avoir en fait plusieurs dispositifs. L'IGPAC participe notamment. Oui, enfin, hormis les aspects amendes, les extensions de REP vont faire que de toute façon, vos éco-contributions vont fortement évoluer. Et puis moi, j'avoue que je me pose toujours une question sur la taxe plastique. Donc, elle a été votée en 2020. En 2021, l'État français a versé donc 1,2 milliard d'euros à l'Europe au titre de cette taxe plastique qui est de 80 centimes d'euros par kilo d'emballage non recyclé. Donc, quand on voit la définition européenne, on comprend très vite l'impact financier que ça peut avoir. Dans la loi AGEC, il était prévu un article indiquant qu'il allait y avoir une taxe à partir de 2022 sur les emballages plastiques non recyclables. Alors, est-ce qu'au vu de la conjoncture, l'État va se dire on continue pour l'instant à prendre sur nos deniers? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont se dire on va réaffecter cette taxe plastique sur les entreprises? C'est une question à se poser, mais 1,2 milliard qui viennent s'ajouter aux 900 millions d'euros collectés au titre de la seule REP emballage ménager, on se rend compte très vite de l'impact financier que tout cela peut avoir demain. Je te remercie beaucoup, Sylvie. On dépasse beaucoup le temps. Donc, ce que je te propose, c'est de regarder dans le chat les dernières questions qui n'ont pas été, pour lesquelles tu as pas, enfin, que je t'ai pas posées, pour pouvoir passer en fait à la présentation suivante. Merci beaucoup. Et donc, la prochaine présentation donc, va être réalisée par Gwen, donc, Oui, de bonjour. l'entreprise Floréal. Donc, Bonjour à Gwen, si tous. tu peux mettre ta caméra. Ouais, c'est bon. Voilà. Est-ce que tu peux partager ton support? Oui, oui, oui. Vous me dites Super, quand c'est bon. merci. Bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter la politique emballage de Floréal. Donc juste en quelques mots pour démarrer, on fait partie du groupe Agrial, qui est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire, qui est divisée en 4 branches d'activité, donc le lait, les fruits et légumes frais, les boissons et les viandes. Donc en quelques chiffres, le groupe Agrial représente 6 milliards de chiffre d'affaires en 2021 et est composé de 12 000 agriculteurs adhérents et au total 22 000 salariés qui sont présents sur 11 pays. Donc plus spécifiquement, la branche légumes et fruits frais d'Agrial est représentée par une entité qui s'appelle Floréal. Donc on est composé de 60 sites de production et de transformation dans 10 pays et on commercialise en moyenne 800 000 tonnes de fruits et légumes par an. Et donc notre activité, c'est vraiment de la production, du conditionnement et de la commercialisation de légumes et fruits en France, en Europe, mais aussi en Afrique. Et donc, on travaille autour de 3 catégories de produits. Les fruits et légumes donc qu'on appelle de première gamme, qui sont simplement frais et conditionnés. De quatrième gamme, où là, on vient apporter un service additionnel avec la notion de prêt à l'emploi, donc prêt à consommer par le consommateur final. Et de cinquième gamme, où là, on se parle plutôt de produits qui sont cuits et enfin plutôt des plats préparés, pasteurisés ou stérilisés. Respectivement, donc ces produits, on les retrouve incarnés par 3 marques que sont Priméal, Florette et Créaline, qui sont des marques européennes. Et donc moi spécifiquement, je suis chef de projet packaging chez Floréal et je suis aussi présidente du GT emballage de l'ADEPAL, qui est une fédération professionnelle des produits alimentaires élaborés et qui représente 255 adhérents. Donc là, c'est vrai que la présentation précédente nous a montré qu'il y a quand même un contexte réglementaire qui est assez riche et qui nous apporte toute une salve de lois, d'articles, de décrets, d'amendements, etc. Donc c'est assez compliqué à suivre pour les entreprises. De notre côté, on était plutôt en anticipation sur ces thématiques-là, puisque depuis 2018, on a mis en place une politique de gestion de l'impact de nos emballages. Donc juste pour vous reparler un tout petit peu du contexte, pour vous montrer vers où ça nous a menés. Donc dès 2018, on s'est vraiment appuyé sur tout ce qui était publication scientifique et notamment qui était relayé par la Fondation Ellen MacArthur, qui est référente en ce domaine et qui indiquait que sans action, sans changement radical de mode de production, il y aurait plus de plastique que de poissons dans les océans à horizon de 2050, que tout ça s'expliquait par une mauvaise gestion des déchets plastiques et que donc une des solutions en tout cas était
c'était de basculer vers un modèle d'économie circulaire, donc en opposition évidemment à l'économie linéaire qui consiste à utiliser, à prendre, utiliser et jeter ensuite sans tenir compte vraiment d'une boucle de recyclage et de réutilisation des matériaux. Et donc parmi les grands enseignements de ces publications scientifiques, il y avait vraiment des piliers, qu'on a simplifiés de cette manière-là et qui s'axent autour donc de l'optimisation des emballages, par la réduction, le recyclage et la réutilisation de matières recyclées et parallèlement à ça, le travail de l'innovation par des nouveaux matériaux ou des nouveaux modèles. Donc, nous, très rapidement, face à ces enseignements et donc dès 2018, on a mis en place notre propre politique 3R. Donc c'est avant, la sortie d'un certain nombre de textes de loi en France, donc on n'est pas exactement sur les mêmes R, mais bon, on est sur, de l'antériorité pour le coup. Et donc, cette politique, vraiment, enfin, vise à ce qu'on ait un engagement profond d'entreprise qui est soutenu par la direction, visant à maîtriser l'impact environnemental de nos emballages avec 2 cibles principales qui étaient donc, en 2021, tous nos emballages soient au minimum fonctionnels, c'est-à-dire vraiment utiliser la juste quantité d'emballage pour un niveau de fonctionnalité, donné. Donc on se parle vraiment d'éco-conception à ce niveau-là et une seconde cible, à horizon 2025, visant à ce que tous nos emballages soient prêts pour le recyclage. Là, pourquoi 2025? Bon, vous l'avez vu aussi au travers de la présentation précédente, il y a aussi beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de choses qui n'appartiennent pas qu'à l'industrie agroalimentaire et notamment en ce qui concerne le développement de filières de recyclage. Et on sait tous qu'à horizon 2025, il y a quand même pas mal de cibles pour de nouveaux matériaux. Pour vous redire donc un petit peu la façon dont on a travaillé et la philosophie de cette démarche, c'est vraiment basé sur, cette notion d'économie circulaire donc qui vise vraiment à mieux gérer l'utilisation des ressources et favoriser leur réutilisation. On veut plus que les emballages, soient perçus en fin de vie comme des déchets, mais que ce soit vraiment, une ressource qui puisse ensuite, recirculer et être, réutilisée, donc recyclée ou, réutilisée, voire réemployée. Et donc sur la partie purement, d'action, je dirais, où notre méthode de travail, elle est vraiment basée sur l'éco-conception avec ces 3 mots que sont réduire, recycler et réutiliser. Et on travaille principalement sur 2 grands axes, de travail, au niveau emballage, donc tout ce qui est optimisation des emballages actuels guidés par ces 3 R et le travail, également d'alternatives aux emballages plastiques, mais en respectant les 3 R. Notre principe, c'est de se dire que si on trouve des alternatives, il faut néanmoins qu'elles soient éco-conçues et qu'elles respectent ce principe de circularité. Pour démarrer, ce qui est un gros travail qui était vraiment, nécessaire, pour avoir vraiment une bonne idée de nos enjeux, ça a été de passer par une cartographie de nos emballages qui, donc, on va dire se retrouve sur cette illustration où on vient classer en fait les emballages par matériaux et par, format et regarder finalement les quantités, qui sont consommées, dans la branche et donc on indique en tout cas sur ce graphe, également la compatibilité de ces quantités d'emballage avec, les filières de recyclage. Donc avec, des bulles bleues lorsqu'on a des filières existantes, des bulles jaunes quand les filières sont en construction, du orange en l'absence de filière et des bulles rouges lorsqu'il s'agit de couples matériaux-formats qui sont considérés comme perturbateurs de filières de recyclage. Donc ça nous a permis déjà d'avoir une vue un petit peu globale des types d'emballages qui étaient consommés, dans toute la branche légumes et fruits frais. Alors quand vous avez des bulles bicolores, le principe c'est qu'évidemment nous on intervient vraiment sur un périmètre européen et on sait bien que les filières, de recyclage ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Donc on peut en avoir, dans certains cas, qui existent, en France, ou pas, ou avec des spécifications plus compliquées. Si je reprends ici, nos principales consommations, sont orientées autour des sachets en polypro monomatériaux. Donc globalement, c'est les filières, enfin on espère vont se construire à l'horizon de 2025 et il y a des projets en cours, notamment avec Citeo en France, pour que cela se concrétise. On sait que typiquement en Allemagne, les sachets en PP sont déjà recyclés. Alors peut-être pas sur, une circularité parfaite, mais en tout cas c'est déjà recyclé, d'où la présence de cette petite bulle bleue et parallèlement à ça, donc notre second poste de consommation d'emballage est plutôt du côté des bols et barquettes en PET monomatière, qui sont pour le coup, plutôt bien traités dans un certain nombre de pays, mais qui apparaissent plutôt en jaune pour la France, du fait, de nouvelles exigences, au niveau de la recyclabilité des barquettes PET monomatériaux operculés.
Donc ça, vraiment, sans rentrer dans plus de détails, ça a été une étape qui était cruciale juste pour bien recomprendre où étaient nos enjeux en termes de quantité, de recyclabilité et de potentiel de réutilisation de matières recyclées. Quand vous avez un petit R, cela indique que ce couple matériaux-format peut être candidat à la réincorporation de matières recyclées. Concrètement, suite à cet état des lieux, donc on a mis en place toute une série d'actions 3R, donc qui s'orientent à la fois autour de la réduction, donc surtout par l'optimisation des épaisseurs, mais aussi sur la suppression d'éléments d'emballage. Je pense notamment à des couvercles qui ont pu être supprimés sur ce type de produit. On se parle aussi beaucoup d'optimisation d'épaisseur sur des sachets plastiques. Également sur des barquettes plastiques, des optimisations un petit peu plus techniques avec notamment des raidisseurs qui permettent de limiter en fait l'épaisseur de matière tout en gardant une même rigidité globale de la barquette. On travaille également sur la partie emballage de transport que vous pouvez voir ici pour économiser également des matériaux plutôt carton pour le coup sur cette partie transport. On a concentré nos efforts de réduction principalement au démarrage sur les emballages qu'on appelle emballages primaires et qui arrivent directement aux consommateurs, puisque c'est vrai qu'on était aussi dans un contexte un petit peu tendu, je dirais, avec une vision des emballages plastiques qui était très très négative, avec beaucoup de plastic bashing dans les médias. Donc on s'est concentré principalement sur les emballages primaires, mais on travaille évidemment aussi en parallèle sur les emballages de transport. D'un point de vue amélioration du recyclage de nos emballages, on a travaillé donc sur différentes pistes. Évidemment, ça passe déjà par des principes assez simples de simplifier les structures et les matériaux d'emballage utilisés sur nos différents produits en allant évidemment vers des monomatériaux. Donc ça, c'est un exemple de produit de salade repas de Florette commercialisé en Espagne, qui est quand même un produit qui performe énormément, qui était historiquement sur une bimatière PET-PE pour les facilité, je dirais, de scellage qu'apporte ce complexe PET-PE. Et on a fait tout un travail d'optimisation et de sécurisation industrielle aussi pour passer en fait sur du PET monomatériaux et rendre cet emballage compatible avec les filières de recyclage en cours ou à venir. On se parle aussi globalement sur les souples, de réflexion sur des monomatières, de suppression. Alors, on en avait très peu, vous l'avez vu sur la slide précédente, mais de suppression de matériaux perturbateurs. Donc, il nous restait un tout petit peu d'utilisation de barquettes PVC thermoformées qui, ça y est, ont été basculées sur d'autres matières. Et également donc, sur des filets de pommes de terre, donc sur cette bande centrale plastique qui était en bimatériaux et qui a été transformée en monomatériaux. Je n'ai pas d'illustration ici, mais on avait également pour certains clients, notamment dans le food service, dans certains pays européens, des barquettes noires, puisque du côté des fruits et légumes, c'est vrai qu'on a des produits qui sont vraiment très colorés et pour lesquels un fond noir, donc un emballage noir révèle vraiment ce contraste de couleurs et peut apporter quelque chose d'assez attractif et de perception de qualité, étant donné que ces pigments, par contre, perturbent le tri des emballages en centre de tri et peut priver de recyclage certaines barquettes qui pourraient l'être. On a fait le choix, nous aussi, de pousser nos clients à arrêter l'utilisation de ces barquettes noires qui perturbaient donc le tri des emballages. Je parle aussi du développement de filières parce qu'on est assez actif, notamment au travers des interprofessions pour essayer de pousser à la création de filières de recyclage. Là, je pense notamment à la création d'une filière pour les emballages souples. Aujourd'hui, en France, seul le polyéthylène est bien traité et recyclable, donc c'est-à-dire vraiment peut être capté, recyclé à grande échelle avec une vraie réalité industrielle derrière. Nous, on utilise beaucoup de polypropylène. Ce matériau apporte vraiment des propriétés pour un poids donné, je dirais, qui sont meilleures que le PE pour nos produits. C'est aussi utilisé dans d'autres industries que la quatrième gamme, notamment sur des produits secs en épicerie. Donc, c'est vraiment un matériau qui, nous, en tout cas, à nos yeux, nous semblait pertinent. Donc, évidemment, on a étudié sa version recyclable qui est le PE. Néanmoins, je crois que globalement, toute l'industrie s'accorde à se dire que
que le PP semble plus performant sur un certain nombre d'applications pour une masse en plus réduite. Et donc là, il est question en France et à l'échelle européenne de travailler sur la recyclabilité le développement de cette filière, notamment en faisant intervenir des nouvelles techniques de recyclage. Et je pense notamment au recyclage chimique qui permettrait donc déjà de recycler ces matériaux, mais en plus de leur offrir une seconde application, donc qui leur permettrait de revenir à un usage alimentaire. Donc là, on serait vraiment sur une circularité parfaite. Et parallèlement à ça, donc sur la réutilisation de matières recyclées, c'est vrai qu'on a vraiment boosté le taux de plastique recyclé réutilisé dans nos différents emballages, principalement sur les emballages rigides PET, puisque on sait que globalement, c'est le PET recyclé qui était disponible pour des usages alimentaires. Donc, je pense notamment à tout ce qui est barquettes de fraîche découpe en France. Le plateau apéro également, qui historiquement était en PP, a été basculé sur du PET et réintègre maintenant au moins 50% de PET recyclé et également dans les activités bouteilles. Demain, je le disais également, si la filière du PP se construit à grande échelle, ça nous laissera aussi la possibilité de réutiliser du polypro recyclé chimique dans toute notre activité sachet. Donc vous voyez que finalement, ces 3 R, on se les a réappropriés, on a concrétisé toute une série d'actions sur tous nos emballages, visant évidemment de l'éco-conception et l'amélioration de nos packs. Globalement, donc pour terminer là-dessus, donc j'ai surtout axé la présentation d'aujourd'hui sur cette optimisation 3R puisque c'était l'objet de ma présentation. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, également, on travaille aussi sur toute la notion d'innovation, notamment au niveau des nouveaux matériaux. Donc là, c'est surtout donc l'idée de substituer nos emballages actuels par des matériaux autres que le plastique. Vous l'avez vu, on a un pan d'activité donc de fruits et légumes non transformés qui sont donc visés par l'article 77 de la loi AGEC, qui nous pose un certain nombre de challenges puisque je dirais presque du jour au lendemain, la question de l'interdiction du plastique a été soulevée. Donc, on est face à de vrais challenges d'un point de vue industriel, d'un point de vue donc, passage machine, d'un point de vue conservation des aliments, d'un point de vue rentabilité également, puisqu'on sait bien que les matériaux alternatifs au plastique généralement sont plus onéreux. Donc, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais en tout cas, là, sur ce pan-là, la loi nous force à le faire sur un certain nombre d'activités. Sur les activités où on n'est pas forcé de le faire, on le travaille également juste pour vraiment évaluer la pertinence de ces nouveaux matériaux. Alors là, je garderai quand même juste un message de vigilance là-dessus, hein. Notre position, nous, c'est vraiment d'étudier ces nouveaux matériaux, mais de garder à l'esprit qu'il faut qu'on maîtrise notre impact environnemental. Donc, bon, c'est sur un certain nombre de produits, le plastique monomatière peut rester le meilleur candidat environnemental. Donc, je dirais qu'on a une obligation d'étude, mais pas forcément une obligation d'aller sur ces alternatives au plastique. Et on travaille également donc plutôt sur des nouveaux modèles de commercialisation ou des nouveaux usages de produits par le réemploi. Donc là aussi, c'est un challenge. On est habitué dans nos industries à être sur un modèle d'emballage à usage unique qui est peu onéreux, qui est hygiénique, qui est simple d'utilisation, qui aussi implique un certain nombre de lignes industrielles qui sont dimensionnées pour. Et là, ces notions de réemploi font re-questionner tous ces principes-là. Évidemment, on ne peut pas travailler seul là-dessus, hein. Il y a vraiment des notions de standardisation de contenants derrière. Donc, je sais qu'il y a un intervenant d'usage qui parlera tout à l'heure, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce thème-là. Mais en tout cas, c'est des sujets qu'on travaille également, mais qui sont en tout cas un petit peu plus lointains et assez difficiles aussi à concrétiser à court terme. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la réglementation nous amènera à y réfléchir. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant notre politique emballage. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui avaient été soulevées dans le chat. Je n'ai pas eu le temps spécialement de les Je vais, lire, mais je Catherine. vais, je vais te les donner. Voilà. Merci, merci Gwen. C'est très, très intéressant parce que ça permet de voir en fait toutes les possibilités qu'une entreprise a justement pour répondre à ce fameux décret, parce que vous avez vraiment pris large. Et donc, du coup, il y a une question de Patricia Bruno par rapport en fait à toute cette optimisation d'emballage. Est-ce que vous avez dû changer de fournisseur d'emballage
ou bien de faire évoluer vos emballages, ou vos fournisseurs historiques ont-ils, eux, évolué et innové en parallèle de vos demandes? C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai peu parlé du fonctionnement aussi, humain derrière tout ça. Alors peut-être pour répondre à cette question-là déjà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que rien qu'en termes de fonctionnement, donc moi je m'occupe de la partie, pilotage de cette politique emballage. On s'appuie évidemment sur des ressources, R&D aussi dans les différentes, équipes un petit peu plus terrain, des différentes activités de l'entreprise, et on travaille évidemment, de concert avec les achats, sur cette thématique, puisque la vision achat, fournisseur, hem et de partenariat avec nos fournisseurs était clé. Donc je dirais qu'il y a 2 réponses à cette question-là. Dans certains cas, effectivement, on a pu, aller vers d'autres fournisseurs qui avaient peut-être des offres, je pense notamment à la partie, réutilisation de matières recyclées, qui nous apportaient en tout cas de meilleures garanties de qualité en termes de matériaux recyclés à réutiliser dans nos emballages sur du PET. Avec des résines vraiment plus claires, avec des propriétés mieux maîtrisées. Donc dans certains cas, oui, on a basculé chez d'autres fournisseurs, et dans d'autres, à l'inverse, on fonctionne vraiment en partenariat avec certains fournisseurs historiques qui, eux aussi, hein, évidemment, prennent conscience et subissent, de plein fouet tous ces changements, toutes ces obligations réglementaires, et sont obligés de s'adapter s'ils veulent garder certains pans de leur activité. Là encore, j'ai pas orienté le gros de ma présentation là-dessus, mais vous imaginerez bien que pour certains producteurs, d'emballages plastiques, qui ont des gros clients sur, des applications de fruits et légumes de première gamme, donc non transformés, qui du jour au lendemain se voient, interdire l'utilisation de plastique, ils sont eux aussi obligés de rebondir pour travailler sur des alternatives. Donc, un petit peu des 2. Un petit peu des 2, d'accord, merci. Ces fournisseurs, du coup, est-ce enfin, vos fournisseurs, ils sont français ou étrangers? Toute Français, nationalité? européens, étant donné qu'on rayonne, sur des activités européennes, ça nous permet aussi de disposer d'un pool de fournisseurs, là aussi basés, en France, mais en Europe également. D'accord, merci. J'ai encore deux petites questions. Ouais. Le principal facteur limitant, à l'optimisation et l'évolution des emballages, à part le coût, ce serait quoi pour vous? Les facteurs limitants, alors globalement, on a plutôt, réussi, je pense, à dynamiser, toute cette politique, pour, la rendre aussi pertinente. Donc vous voyez sur cette slide, quand on se parle de reporting et de suivi des indicateurs. Donc c'est non seulement des projets d'optimisation qu'on mène avec des équipes terrain évidemment, mais qu'on relaye, aussi donc par une politique emballage à l'échelle branche qui est très suivie, par, notamment la direction, avec un certain nombre d'indicateurs de gains de matière, de différentes économies de plastique, et économiquement aussi dans certains cas, d'éco-conception, on peut avoir, des coûts qui sont optimisés quand on se parle de réduction de matière. C'est pas systématique, mais ça arrive quand même, et c'est vraiment une dynamique d'entreprise qui pousse, à mettre en place ces actions-là. Après oui, le coût peut être un frein, hein, dans certains cas, notamment dans la réutilisation de matières recyclées qui est encore, onéreuse. Mais globalement, on a plutôt, ouais, une très bonne dynamique, dans l'entreprise autour de tout ça. Donc, les facteurs limitants peuvent être aussi humains, notamment au niveau du temps de développement, d'adaptation des équipements. Mais, globalement, on a, grâce à cette construction de politique, je dirais que les principaux facteurs limitants ont été, déverrouillés. D'accord, très bien, merci. Dernière question, est-ce que vous pensez pouvoir proposer des solutions vrac, pour certains de vos produits? Oui, alors, je parlais tout à l'heure des fruits et légumes en première gamme, donc, évidemment, ça c'est, enfin, ce que vous retrouvez dans le rayon fruits et légumes, non transformés, hors froid, dans les grandes surfaces. Donc on a déjà un gros pan de notre activité, qui vise à commercialiser ces produits-là en vrac. Donc ça c'est déjà, quelque chose de tout à fait, réel de notre côté. Après donc sur les produits un petit peu plus transformés, c'est vrai que la notion de vrac est plus délicate, notamment au travers de la maîtrise de l'hygiène. Donc c'est vrai que je pense que cette question du vrac, elle doit être, alors sur des produits, hygiéniquement, plus délicats, où on apporte une notion aussi de prêt à la consommation, il faut être vigilant, et je pense qu'il faut aussi avoir une approche d'innovation qui, vise à vraiment à réfléchir,
à l'ensemble du service qu'on propose aux consommateurs et ne pas vouloir coûte que coûte substituer notre emballage actuel par une solution vrac à ISO service consommateur. Donc c'est des thématiques sur lesquelles on réfléchit. Après, je ne vous cache pas que étant sur des produits frais et donc à hygiène maîtrisée, prêts à consommer, c'est pas toujours évident. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Il y a la volonté effectivement de réduire et d'enlever complètement les emballages, mais il y a la réalité aussi, sanitaire qu'il faut, surtout ne pas oublier. Ouais. Merci beaucoup Gwen, De pour rien. cette présentation. C'était très bien et très clair. Merci Stéphane Lefebvre, donc qui est, Bonjour. de l'entreprise Usage, donc et qui doit nous parler du réemploi. Merci beaucoup. Tac. Voilà, c'est parfait. On voit et on t'entend. Parfait. Tout d'abord, merci de m'avoir convié pour parler du réemploi. Du coup, moi, je m'occupe du développement commercial et du développement des projets pour la partie industrie et distribution d'usage, qui est un des secteurs dans l'alimentaire qu'on adresse, parmi d'autres que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, l'objectif d'usage, c'est de sortir du tout jetable avec le réemploi là où bien sûr c'est possible. On connaît bien les enjeux et vous les avez très bien précisés, notamment avec l'IGEPAC, avec une bonne vision générale. Donc, je n'aurais pas à trop décrire toutes les caractéristiques de réemploi, la stratégie 3R, etc. Donc, je vais me concentrer sur présenter l'activité et quelques retours d'expérience à vous présenter. Du coup, nos usages, on intervient vraiment sur la partie réduire et employer. Après, bien sûr, on connecte, par exemple, lorsqu'il y a des contenants qu'on écarte dans nos centres de lavage, bien sûr on fait appel à des filières de recyclage derrière. Ça fait partie de la chaîne d'économie circulaire qu'on propose. Donc, les attentes des consommateurs, vous les connaissez tous, la pression législative, bien évidemment, et des territoires aussi qui s'engagent de plus en plus. Usage, du coup, est une entreprise à impact qui est labellisée ESUS, donc d'agrément d'utilité sociale, et aussi labellisée Bicorp pour notre recherche d'impact. L'idée, c'est que le réemploi permet un certain nombre de choses. Tout d'abord, ça permet de réduire du CO2, de faire des économies sur les ressources, de réduire les déchets, hein, ce qui est l'objectif principal de la loi AGEC et de la stratégie 3R. Réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors ça, c'est par exemple, pour citer un exemple, dans la restauration collective, on va devoir sortir à partir de l'année prochaine des barquettes en polypropylène jetables, et c'est avant tout pour des raisons de santé que cette disposition a été votée et va être appliquée, et pas nécessairement tout d'abord pour des raisons environnementales. Et après, ce qui est important, c'est que, comme je vais le montrer tout à l'heure, on crée des centres de lavage par région, et du coup qui permet d'avoir des emplois industriels non délocalisables et locaux. Alors, au niveau de ce qu'on apporte, notre cœur de métier, c'est du lavage industriel. Donc, on crée des centres. Je suis présentement dans notre premier centre de Neuilly-sur-Marne en Île-de-France. On vient d'en ouvrir un deuxième à Avignon. Donc voilà, on a vraiment des prestations industrielles pour adresser tout type de contenants dans des matières diverses, que ce soit du verre, de l'inox et du plastique, des plastiques rigides. Donc ça, c'est notre cœur de métier, et on fait aussi beaucoup d'accompagnement parce que la transition vers le réemploi peut être quelque chose de systémique. Il faut bien prendre en compte, que ce soit au niveau de
au niveau, par exemple, pour les industriels de vos lignes de production, des types de produits qui pourraient avoir du potentiel dans le réemploi, et surtout créer toute la chaîne. Mais je vous présenterai ça un petit peu plus en détail. Donc, pour citer quelques exemples d'accompagnement, ça peut être pour du sourcing, du développement de contenants. On est une équipe notamment d'ingénieurs packaging chez Usage. La traçabilité, la gestion de consignes, si c'est pertinent, comment collecter et réintroduire ces contenants, qui est quand même un des points clés du réemploi, pour récupérer cet emballage et qu'il soit réemployé industriellement ou réutilisé pour différents usages par les consommateurs, par exemple. Donc, on étudie aussi potentiellement s'il est intéressant de faire du lavage internalisé versus du lavage externalisé. Nous, on propose la mutualisation de lavage. Et un point intéressant que je vous présenterai tout à l'heure, c'est déjà tester à une certaine échelle et surtout étudier un peu l'industrialisation et le passage au pilote et au système cible. Voici quelques exemples donc déjà, on adresse les grands secteurs qu'on adresse, c'est la restauration commerciale, la restauration collective, la partie industrie agroalimentaire, qui est bien sûr connexe à la distribution. Donc, on est en capacité de faire du lavage et d'accompagner que ce soit des petits producteurs à des très, très grands groupes, au niveau, par exemple, dans mon cas, des distributeurs ou des grands industriels, pour avoir une notion de notre champ d'application. Nous, clairement, on voit le réemploi comme un système qui doit être mutualisé et nationalisé avec des ancrages régionaux. Donc, actuellement, on a 2 centres de lavage. Donc, comme je l'ai dit, à Avignon, à Paris et Avignon. Avignon a été ouvert en début d'année pour 2 types de clients. La ville d'Avignon et Terre de Cuisine, donc plus dans la partie restauration collective. Et l'objectif est de mailler le territoire d'ici les 1-2 ans à venir avec des nouveaux centres à Strasbourg, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, qui seront en capacité d'adresser, que ce soit pour la restauration ou la partie industrie distribution, du lavage mutualisé. Pour nous, c'est une vision indispensable qui va de pair, bien sûr, avec, comme vous l'aviez cité tout à l'heure, avec un minimum de standardisation des contenants, en tout cas pour les emballages tels que sont décrits par Citeo comme les emballages ménagers, mais je parlerai aussi d'autres emballages comme les emballages industriels et commerciaux. Clairement, par exemple, s'il y a un brasseur de Strasbourg vend à Toulouse, on doit être en capacité de collecter au plus proche de la zone de consommation, de récupérer ce contenant, de le laver et de le revendre à, par exemple, un brasseur qui serait près de Toulouse, pour éviter de transporter des contenants un petit peu partout dans la France. C'est aussi une vision qui implique du coup un certain nombre de standards et de l'autre côté des centres industriels pouvant gérer des grosses volumétries, mais avec des assises régionales. Ça, c'est plus pour vous montrer des types de machines qu'on utilise. On a des machines, par exemple, à aspersion qui sont assez polyvalentes, qui permettent aussi bien de laver des bacs gastronomiques, des bocaux, des caisses, des trémies. Enfin, c'est des machines très, très variables qui permettent de traiter plusieurs milliers d'unités à l'heure. Donc ça, c'est pour des contenants plutôt ouverts et on utilise pour le coup pour les bouteilles des machines spécifiques qui, du fait de leur goulot étroit, demandent un process de lavage spécifique. En tout cas, toutes ces machines ont un impact très très faible en termes de consommation et d'énergie. On utilise des produits lessiviels écologiques et des chaudières électriques. Donc, il y a un certain nombre d'ACV qui ont été faites et Citeo notamment est en train d'en faire des nouvelles sur plusieurs formats. Et clairement, l'impact environnemental du réemploi n'est plus à prouver dans les ACV, mais maintenant, il faut mettre en action toutes ces nouvelles infrastructures à créer et dans lesquelles Usage participe.
Un point fondamental et qui est central, c'est que bien sûr, c'est l'hygiène et la qualité. Sans ça, les solutions de réemploi ne peuvent pas exister. Donc nous, on a des procédures strictes issues de l'HASCP. Pour donner quelques exemples, comme les bonnes pratiques d'hygiène, des procédures de traçabilité, des locaux adaptés où il y a des séparations entre les zones sales et les zones propres, des plans de nettoyage, une capacité de gérer des réclamations qui seront les attentes de tous nos clients, qu'ils soient actuels et à venir. Donc, bien sûr, ça demande un process entre l'avant, le pendant, l'après. Pour donner des exemples d'après, il y a des contrôles visuels qui sont faits qui sont automatisés ou avec des opérateurs qui sont faits sur les contenants. Et on a des plans de contrôle systématiques sur tous les lots au niveau microbio et physico-chimique. Voilà, pour assurer, on ne libère pas de l'eau tant que toutes ces conditions n'ont pas été requises. Le réemploi pour usage, c'est aussi beaucoup de R&D. On a, depuis notre création, donc depuis il y a 3 ans, on a fait près d'1 million d'euros dédiés à la recherche et au développement pour assurer plusieurs choses, rendre les solutions de réemploi accessibles aux consommateurs. Donc, ça peut être des contenants qui soient adaptés. Il ne faut pas oublier l'abri du consommateur, qu'il soit B2B ou B2C, pour que ça soit facile à utiliser, compréhensible, parce que les clients finaux ont un rôle très important dans le réemploi. Ça peut être aussi la conception de meubles de collecte qui soient bien adaptés en fonction qu'on soit dans un restaurant ou dans un Super U ou un magasin, un plus petit magasin, une épicerie. Donc, il faut pouvoir moduler en fonction des besoins. Au niveau de la performance du process de lavage, donc ça, on a fait un certain nombre d'innovations et notamment une très intéressante qui est sur le grattage d'étiquettes. Donc, actuellement, on industrialise des machines qu'on a développées nous-mêmes de grattage d'étiquettes qui sont souvent, il y a des solutions sur le marché pour notamment avoir des étiquettes avec de la colle hydrosoluble ou des choses qui se rétractent à une certaine température, mais ça reste toujours un frein potentiellement au réemploi qu'on souhaite lever de manière industrielle. Donc ça, on investit là-dessus. Voilà, je vais pas tout citer, mais bien sûr aussi en termes de process de qualité, on est en amélioration continue pour fournir pour lever tous les freins que pourrait susciter le réemploi. Et bien sûr que ces plans d'action sont nourris avec des grands industriels avec qui on travaille, par exemple comme Bledina, comme Refresco, Léa Nature, avec qui on crée cette feuille de route. Et bien sûr, pour cette R&D, on est soutenu par un certain nombre de programmes. Pour rentrer un petit peu plus dans on va dire dans l'expérience concrète, alors j'ai choisi, je vais d'abord vous donner un petit peu, donc avant de vous citer deux exemples, les grandes étapes du réemploi, qui sont aussi bien valables pour la restauration que pour la distribution. Donc c'est un schéma assez général. Bien sûr, vous verrez en haut à gauche, là on démarre, il faut avant tout un parc de contenants réemployables qui soit adapté, que ce soit des standards ou des formats qui soient aptes au réemploi. Au niveau de la production et du conditionnement, que ce soit dans une cuisine centrale, chez l'industriel, bien sûr, ça demande potentiellement des adaptations des modes de production, des adaptations de mode de livraison. Si on change de contenant, par exemple dans la restauration collective, on passe de barquettes polypropylène ou de poches plastiques à des formats durs en inox qui du coup changent le type de conditionnement qu'on doit utiliser. Donc il y a des répercussions un petit peu sur toutes les étapes. Au niveau du point de vente, il faut mettre à disposition ces contenants, les récupérer, les laver sur place ou de manière externalisée. Donc il y a un certain nombre de questions qu'il faut savoir se poser. L'abri consommateur, on peut avoir recours à des systèmes, par exemple, de consignes. C'est des choses qui se développent. Pour nous, la consigne est avant tout quelque chose qui dope le réemploi, qui permet d'obtenir des taux de retour importants. Après, ce n'est pas nécessairement un prérequis. Tout dépend aussi de la valeur de l'emballage et de la volonté de le tracer et d'avoir une consigne associée.
Autre point, bien sûr, la mise en place d'un point de retour. Ça peut être des meubles adaptés pour la restauration, ça peut être des machines que je vous montrerai ensuite de récupération en magasin, des machines qu'on appelle RVM, de Reverse Vending Machine. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se développent. À partir du moment où on massifie, on collecte ces emballages, il faut pouvoir du coup les récupérer avec des logistiques adaptées. Et ensuite, la question peut se poser entre le lavage internalisé et le lavage externalisé, quelle est la meilleure pratique, quel est le meilleur modèle. Et voilà, en tout cas, Usage propose cette mutualisation de services à échelle industrielle. Et l'objectif, c'est bien sûr de contrôler tout ce qui se passe en termes de sécurité, en termes de fonctionnalité de l'emballage pour qu'il soit réutilisé réemployé pardon, par des industriels dans votre cas. Donc, par exemple, pour juste simplifier, l'idée, c'est que vous mettez en marché un acteur comme Usage organise la boucle, le récupère, par exemple pour des bouteilles, le lave, l'inspecte avec des machines de contrôle, le repaletise, de la même manière que on devient un fournisseur tiers de verre avec le même cahier des charges qu'un verrier. Et après, on est dans une prestation finalement d'achat de palettes sur un format déterminé. Le plus standard il sera, le mieux ce sera. Mais en tout cas, vraiment pour simplifier, dans le monde des industriels, voilà notre proposition de valeur. Pour vous donner deux exemples, pour les emballages B2C des industriels, que ce soit sous des marques nationales ou en marque distributeur, et un autre exemple plutôt de réemploi dans le four de service, une initiative qu'on porte avec 5 industriels de travailler sur un emballage réemployable dans le food service. Il peut avoir d'autres usages, par exemple les rayons traiteurs. Vous avez cité tout à l'heure Bernie. Il y a des choses aussi qui se font aussi pour le rayon vrac avec le lavage de trémies, mise à disposition d'emballages réemployables pour les consommateurs. Il y a d'autres cas d'usage, mais j'ai préféré centrer sur ces deux. Alors, le programme Rapportez-moi, peut-être que certains en ont entendu parler, c'est un dispositif de réemploi d'emballage de produits de marque nationale et de marque de distributeur. Donc, on a fait des expérimentations. Là, pour le coup, je vais présenter plutôt celle faite avec Système U. L'objectif, c'était de mettre en place une solution complète à l'échelle régionale qui soit viable économiquement et performante environnementalement. Pour ce faire, on a choisi un certain nombre de produits. L'idée, c'était d'avoir des produits très variés. Alors, pour le coup, que en verre, dans le cadre de l'expérimentation, avec des jus, des bières, du vin, cidre, compote, confiture, des marques nationales, des marques de distributeurs. On l'a testé chez U, testé chez Biocop. Et là, en fait, on est dans une phase d'études des pilotes, donc passage à l'échelle supérieure pour 20, 30, 40 magasins et pour le déploiement national pour les années à venir afin d'aller dans le sens des objectifs de la stratégie 3R et de la loi AGEC. Donc, il faut industrialiser tous ces process. On a, dans le cadre de Système U, donc on a fait ça avec 5 magasins en Bretagne, qu'ils soient en ville, à Rennes ou en zone rurale. Et on a embarqué 11 industriels de la boisson et des pots, comme Léa Nature, Refresco, Brasserie de Bretagne, les celliers, donc des acteurs de tailles différentes. Et l'objectif donc était de valider l'appétence des consommateurs, établir la boucle opérationnelle cible et tester un modèle qui serait le plus performant. Voici quelques chiffres clés. Bon, donc on avait 160 références produits. Pendant le test, on a récupéré plus de 11 000 contenants qui, du coup, ont été rapatriés dans notre centre pour faire des sessions de lavage, des sessions de test. Et on allait jusqu'à renvoyer des palettes à certains industriels pour qu'ils puissent faire des tests de reconditionnement. Après, il n'y a pas eu de recommercialisation en tant que telle parce qu'on était dans de l'expérimentation et qu'il n'y a pas encore de normes, notamment de partager sur le lavage, par exemple. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, qui sont aussi travaillées avec Citeo actuellement.
sur les mois à venir qui vont permettre de faire les standards de demain dans le réemploi, qu'ils soient techniques au niveau de l'emballage, technique au niveau du lavage et au niveau du modèle de fonctionnement économique et environnemental. On a mis en place des tournées, alors certaines ont été faites par un prestataire local de Rennes, d'autres sont passées par la logistique des distributeurs. Donc là, en l'occurrence, c'était la logistique de U pour pouvoir et c'est l'optimum, et c'est d'ailleurs ce qui est fait majoritairement en Alsace, où le réemploi existe et se redéveloppe encore plus au niveau des bouteilles. Et clairement, eux, ils utilisent la logistique des distributeurs pour massifier sur les bases régionales. Clairement, pour nous, c'est le modèle cible. Mais voilà, pour les distributeurs, il y a souvent déjà un certain nombre de choses de récupérer ou une logistique qui n'est pas toujours prête pour ça. Donc, c'est des travaux qui vont être à être développés dans les années à venir. On a aussi mené des enquêtes consommateurs et clairement, les gens sont, que ce soit par les taux de retour qu'on a eus, les chiffres déclaratifs de nos enquêtes, clairement, les personnes sont désireux, trouvent que c'est une bonne idée. Après, bien sûr, il faut que ça soit simple, intuitif, mais ils attendent ce type de solution. Donc, ce qui est plutôt tout à fait positif. En résumant un petit peu les grandes briques du programme Rapportez-moi, nous, on a vu clairement que ça soit par ce qu'on a collecté, selon les formats, les enquêtes consommateurs, les consommateurs sont prêts, attendent des solutions. Après, bien sûr, il y a toujours cet acte de ramener au magasin qui doit être le plus simple possible. Après, ça se développe au niveau des bouteilles, par exemple PET, ça se développe au niveau des filières de réemploi de verre. Donc, c'est des choses, c'est un nouveau geste à développer, mais bien sûr, il faut que la solution soit le plus simple. Les produits, les emballages, il faut qu'en effet, ça soit et Citeo travaille notamment sur ces sujets, que ça soit standardisé, qu'il y ait une reconnaissance du contenant en tant que tel, que ça soit au travers de l'étiquette ou du marquage de la bouteille. Il travaille plutôt sur cette optique d'ailleurs, de la bouteille ou du pot, pour le reconnaître, pour qu'il y ait un petit distinctif visuel. Donc ça, c'est des choses qui, finalement, le réemploi existe très bien en Allemagne, il existe très bien en Belgique, il existe en Alsace, il fonctionne très bien. En café, l'hôtel, restaurant, c'est quelque chose qui marche de manière industrielle. Donc on sait que ça marche. Maintenant, il y a des filières et certains circuits où il va falloir recréer des dispositifs. Et ça, voilà, l'usage contribue clairement là-dessus. Le magasin, tous les magasins étaient très favorables au test et voulaient d'ailleurs continuer l'expérimentation. Donc maintenant, on est en train de voir comment on va faire le pilote avec ces magasins et d'autres. Mais en tout cas, en termes d'accueil des consommateurs, de temps à passer en magasin, de la manutention ou de ces choses qui auraient pu être un frein, n'a pas du tout été perçu pour eux en tant que tel. Donc ça, c'est extrêmement favorable. La collecte et la logistique, je l'ai cité tout à l'heure, il faut qu'il y ait que ça soit le plus mutualisé possible, parce que l'objectif, c'est d'éviter de transporter de petites volumétries dans des camions qui seraient vides. Donc, que ça soit par des logistiques mutualisées, des logistiques dédiées ou des logistiques de distributeurs, il faut arriver à trouver l'optimum. Le lavage, c'est un point qui se développe. Nous, on investit beaucoup là-dessus et notamment, on est en train de travailler pour passer la certification 22003, qui est une certification reconnue dans le monde des emballages pour arriver au niveau d'attente qui sera et qu'on connaît et qui sera celui des industriels. Et au niveau des industriels, clairement, tous les partenaires étaient très contents de cette expérimentation. La majorité veulent maintenant passer à l'étape supérieure. Donc, on voit, et en dézoomant un petit peu, beaucoup se posent des questions. Beaucoup voient dans le réemploi une forte opportunité. Et maintenant, ils se posent encore des questions sur quel est l'emballage, quels sont les produits que je vais choisir, quel va être le circuit, quel va être le modèle économique. Mais ces choses sont en train d'être clarifiées. Et en tout cas, en usage, nous, on est là aussi pour aider,
pour accélérer sur ces sujets. Dans un autre secteur, sur le food service, donc plutôt le réemploi des emballages B2B, industriels et commerciaux, Là, on a pris une autre approche, c'est-à-dire que c'est plus une approche prospective et de R&D. On a réuni 5 industriels, on peut en citer 3, Happy Fruit, Tribala et Valrhona, donc avec des produits très différents, des produits laitiers, du chocolat, des fruits. Tous ces acteurs utilisent actuellement des emballages primaires pour la destination de la restauration collective et commerciale. Ils utilisent que ce soit des poches plastiques, que ce soit des seaux jetables actuellement, que ce soit des barquettes. Il y a différents formats avec différentes tailles. Et on a essayé on réunit depuis octobre, du coup jusqu'à cet été, ces acteurs pour travailler sur 2 sujets, créer le cahier des charges et le prototype d'un emballage qui serait mutualisable et universel et qui pourrait contenir différents types de contenus. Donc là, actuellement, on est en train de réaliser la maquette de ce contenant qui pourrait tout à fait, et c'est l'objectif, être étendu à d'autres industriels qui souhaiteraient tester ça. Et ça, on va ouvrir ça à partir de septembre de cette année. Et le deuxième axe, c'est créer la boucle. Donc, comment on va collecter ces contenants, quelles vont être les filières de lavage et quel va être le modèle le modèle de fonctionnement derrière. Donc ça, on étudie avec ces 5 industriels ces 2 blocs. Donc les grands enjeux, c'est clairement, et c'est valable dans tous les autres cas d'usage du réemploi, c'est arriver à massifier des volumes importants pour avoir le plus d'impact possible du réemploi, que ce soit en termes économiques et en termes environnementaux, développer la dynamique de réemploi dans le food service, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas, et il n'y a pas en tant que tel de contenants réemployables industriels qui sont sur le marché. Donc, on travaille avec un certain nombre, notamment de plasturgistes là-dessus, et voilà, créer cette boucle pour qu'elle soit le plus vertueuse. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai essayé de vous donner un petit peu des clés de retour d'expérience sur le réemploi, qui est quelque chose qui vous questionne tous. Floréal, en effet, l'a bien donné dans Gwen, avec qui on a échangé, notamment dans le cadre d'une mission. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. On sait qu'il y a des choses qui sont simples, des choses plus compliquées, mais il faut se créer une feuille de route, et Usage est clairement en capacité de vous aider là-dessus. Merci beaucoup, Stéphane. C'est très intéressant. Il y a plusieurs questions. Question plus pratique. Cette solution de lavage mutualisé et de redistribution, est-ce qu'elle peut être adaptée à des bocaux qui subissent des traitements thermiques? Alors, au niveau donc type stérilisation. Stérilisation. Alors, on est... alors, pour répondre à cette question, on a fait déjà un certain nombre de tests, que ça soit avec Léa Nature, Ecotone, Blédina, sur les process de lavage jusqu'au remplissage. Donc, en fait, nous, on fournit, en sortie de ligne de lavage, on fournit des emballages qui ont les mêmes caractéristiques que votre fournisseur d'emballage. Donc, il doit être à même d'être réemployé. Ça a déjà été testé, par exemple, Léa Nature. Ils ont repassé tous les bocaux qu'on avait collectés chez Système U. Ils les ont repassés sur ligne à des niveaux de stérilisation élevés, de plus d'une heure à haute température. Il n'y a eu aucune casse, il n'y a eu aucun problème. Donc, la réponse est oui. Maintenant, l'autre question à se poser, et sur laquelle notamment travaille beaucoup Citeo, c'est à quelle fréquence et jusqu'à où on peut aller en termes de réemployabilité et de nombre de tours. Et ça, clairement, c'est un débat technique sur lequel Usage n'a pas nécessairement la réponse,
Après, pour y répondre, je vais chercher un exemple qui est en Allemagne. Le réemploi de peaux se fait déjà de manière industrielle. Il y a à peu près 200 millions de peaux qui sont... alors, c'est des peaux Veralia qu'on ne trouve pas en France, qui sont un peu plus résistants, un petit peu plus gros, et qui sont réemployés à haute fréquence avec de la stérilisation sur des produits, notamment avec des produits laitiers notamment. Et voilà, ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Maintenant, il faut se mettre tout le monde d'accord sur quel est le standard dans les pots qui va fonctionner et qui va permettre d'assurer une réutilisation industrielle avec toutes les contraintes qu'on peut avoir. Et nous, notre objectif, c'est de contrôler que ça soit par notre process de lavage, par des machines de mirage, pour pouvoir écarter tous les pots ou les bouteilles qui sont fragilisées. Et ça, on est en capacité de le faire. D'accord, merci. Et du coup, ça se passe comment en termes d'assurance? Parce qu'effectivement, l'emballage subi quand même passe par plusieurs mains. Il y a pas mal, plusieurs responsabilités. Comment ça se gère quand il y a un problème sur le produit? Alors, nous, on est... alors, tout dépend dans quel modèle on se place, notamment sur la notion de propriété de l'emballage, parce qu'il y a, par exemple, il y a des modèles de poolers d'emballage qui sont imaginés. C'est des choses qui se font en Allemagne, et dans ce cas-là, une partie de la responsabilité pourrait être au niveau du pooler, une partie au niveau du laveur. Donc, tout dépend le modèle qu'on choisit. En tout cas, dans les modèles potentiellement avec des standards et du coup des choses qui sont mutualisées avec des solutions comme notamment de récupération et de lavage comme usage. Nous dans ce cas-là, du coup, on récupère la propriété de l'emballage et en fait, on vous revend de l'emballage comme s'il était neuf, réemployé, et donc on emporte la responsabilité. Donc, c'est nous qui sommes... en termes de responsabilité, c'est Usage qui remet sur le marché, et du coup, dans les cahiers des charges avec les industriels, c'est nous qui emportons la responsabilité sur le tour à venir. Après, il faut qu'il y ait un nouveau tour, donc il y a de nouveaux batteries de test, des nouveaux scans de contenants avec du mirage, etc., qui permettent de remettre ensuite dans la boucle et de rassurer un nouveau tour. D'accord, très bien. Merci, c'est très clair. Actuellement, est-ce que Usage a des actions au Pays de la Loire? Alors, on a actuellement, en fait, en Pays de la Loire, on a pour vocation de créer un centre l'année prochaine. Donc, on est plus dans une phase on va dire enfin, pas de prospection, mais maintenant, en fait, on crée un centre à partir du moment où on a un minimum de volumétrie assurée. C'est ce qui nous a permis d'ouvrir notre centre d'Avignon. Donc là, on est dans une phase, on va dire, de pré-étude qui va nous permettre d'installer notre centre d'ici l'année prochaine. Mais on a beaucoup de contacts, que ce soit dans la restauration, par exemple, collective, avec des villes comme Angers, Nantes ou autres. Donc on a beaucoup d'échanges là-dessus. On a beaucoup d'échanges sur la partie restauration commerciale et sur la partie industrie et distribution. On est en contact avec beaucoup d'industriels, Agrial en fait partie. On en a un certain nombre, et notamment l'expérimentation, alors qui est plus en Bretagne, mais on a travaillé avec des industriels régionaux. Donc on a déjà beaucoup de contacts. Maintenant, on est en train d'étudier la phase d'implantation qui sera courante l'année prochaine. D'accord, merci. Est-ce que vous allez faire la même chose dans le Grand Est? Oui, tout à fait. On a pour objectif, d'ici la fin de l'année prochaine, d'ouvrir dans le Grand Est aussi. Tout à fait. D'accord. Très Qui bien, sera plutôt merci pour le beaucoup. coup un centre de bouteilles industrialisées, parce qu'on a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Donc, le focus serait plus sur la bouteille dans le Grand Est, avec aussi une ouverture sur l'Allemagne, pour pouvoir gérer aussi des volumes venant d'Allemagne. Bah, écoute, merci beaucoup Stéphane. Ouais.
Effectivement, c'est très intéressant. Ça permettait vraiment de montrer un petit peu ce qu'il y a derrière le 3R. Et l'objectif, c'était de montrer que des entreprises avaient déjà bien pris à bras le corps cette problématique et trouvent des solutions. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des solutions, mais qu'il faut vraiment changer de modèle, en créer de nouveaux, que ce soit dans la manière de concevoir l'emballage, que ce soit dans sa caractéristique de l'emballage, mais aussi en fait dans les modèles économiques pour le réemploi. Je te passe la main, Véronique, pour l'agenda. Oui, merci. Donc, très merci. Alors, moi aussi, je renouvelle les remerciements à tous nos intervenants. C'était très complet. Et puis, bon, ces quelques exemples que l'on a, j'espère, permettront de trouver des solutions afin de répondre aux exigences de la loi AGEC. Très rapidement, comme là, je vous fais un petit sommaire des prochains événements qu'on a prochainement. Comme l'a dit Claire en introduction, les Jeudis de l'Agro font partie d'un programme de 5 matinées, un programme annuel. Et donc, vous avez sur cette slide les 2 prochains rendez-vous que l'on vous propose. Donc, le prochain, c'est le 7 juillet sur le thème des aliments fermentés. Et le suivant est le 22 septembre sur le sujet de la bioéconomie. Alors, voilà, on a pris la décision de les faire ces deux matinées en mode distanciel également. Ensuite, voilà, je vous l'ai dit aussi en présentation, le Technocampus Alimentation propose 2 formations. Voilà, c'est suite à 2 problématiques qui nous ont été soulevées par les industriels de l'agroalimentaire, qui sont l'allocation des ressources et la fidélisation des salariés. Donc, suite à ça, ces enjeux qui sont vraiment gages de pérennité et leviers de performance, on a voulu mettre en place 2 formations. Le premier est sur le sujet des projets réussis avec une présentation du modèle IPOP, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et la deuxième formation sera au mois de novembre sur les outils pour maximiser l'engagement et la fidélisation des équipes. C'est un vaste sujet. Effectivement, on voit bien que le problème de l'attractivité des métiers, elle est vraiment très ancrée actuellement. Et pour vous dire que ces 2 formations, elles ne sont pas forcément que à destination de la filière agroalimentaire, mais pour tous les secteurs d'activité, parce que ce sont des méthodes qui sont applicables dans tous les domaines d'activité. Donc voilà, vous retrouverez tous les programmes et les événements sur notre site internet. Et puis, je vous donne rendez-vous également, toute l'équipe du Technocampus Alimentation vous donne rendez-vous au prochain salon, les JAS, les Journées Aliments Santé, qui auront lieu à La Rochelle, les 15 juin prochains. C'est un salon qui est international sur la nutrition et l'alimentation. Et nous serons présents. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Voilà. Nous sommes une équipe de 3. Vous avez les 3 personnes qui sont affichées sur cette slide et on sera ravis de vous y revoir. Merci en tout cas. Merci de votre participation et au prochain Jeudi de l'Agro. Merci, au revoir. Merci à tous.